rejoindre M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement du Québec, pour une mise au point dans le dossier Northvolt. M. Charette, bonjour. Pourquoi avez-vous fait appel aux médias locaux aujourd'hui? Ben, pour différentes raisons. D'une part, on voulait, depuis le mois de novembre dernier, organiser des séances publiques d'information. On avait d'ailleurs des dates en novembre et en décembre dernier. Pour des questions essentiellement d'organisation et de logistique, on n'a pas pu les tenir aux dates qui avaient été arrêtées d'ailleurs avec les municipalités elles-mêmes. Et survenue ensuite cette demande d'injonction, on avait aussi des dates en janvier, mais avec la demande d'injonction, on a dû mettre tout ça sur la glace. Et dès que le jugement est intervenu, un jugement qui venait confirmer la validité et la rigueur de notre processus d'évaluation environnementale, on a pu relancer la démarche auprès des municipalités. Donc, normalement, ils vont se tenir les 28 et les 29 février prochains. Le ministère de l'Environnement sera en appui aux municipalités pour que les citoyens présents puissent avoir réponse à leurs questions. Donc, c'est un petit peu ce que je viens vous confirmer ce matin et discuter du dossier dans son ensemble, si vous le souhaitez naturellement. C'est une bonne nouvelle, ces deux séances d'information pour les citoyens. Donc, ils pourront enfin avoir réponse à leurs questions. Et êtes-vous présentement en dialogue avec les municipalités? Parce que d'après les informations qu'on récolte d'une part et d'autre, la communication ne semble pas toujours optimale. C'est-à-dire, nous avons toujours été en dialogue avec les municipalités elles-mêmes. Mais auprès des citoyens, il y a eu d'autres initiatives qui ont été mises de l'avant par l'entremise des municipalités, par l'entremise de l'entreprise elle-même. Mais on voulait, au niveau du ministère de l'Environnement, être disponible aussi pour répondre aux questionnements. Dans l'intervalle, il y a une plateforme gouvernementale qui a été mise de l'avant. Donc, les citoyens ont la possibilité de transmettre leurs questions. Ce n'est pas aussi convivial, naturellement, qu'une séance de questions-réponses avec le public. Donc, on essaie de multiplier les démarches pour nous assurer que les citoyens qui peuvent avoir des questionnements, qui peuvent avoir des inquiétudes, aient réponse à leurs préoccupations. Et l'une des préoccupations, c'est celle du fameux BAP et les mesures qui vont être mises en place pour protéger les milieux humides. Où est-ce que vous en êtes dans ce dossier-là et pourquoi un BAP en amont de la construction de l'usine ne fait pas partie de vos recommandations? Pour l'évaluation environnementale, il faut rappeler qu'on a sans doute une des procédures d'évaluation les plus strictes au monde. D'ailleurs, ça a été noté par le juge, la rigueur de cette procédure-là. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de BAP qu'il n'y a pas d'évaluation environnementale. D'ailleurs, ça, je l'ai lu et je l'ai vu beaucoup ces dernières semaines dans les préoccupations exprimées. Les gens pensaient parce qu'il n'y avait pas de BAP, qu'il n'y avait pas d'évaluation environnementale. Ce sont deux choses complètement différentes. Et la première autorisation qui a été donnée en début d'année ne vise qu'une seule chose, c'est préparer le terrain au développement de ce projet-là. Mais il y a plusieurs autres autorisations qui seront requises au cours des prochaines années. Il va y avoir un BAP pour le volet du recyclage des batteries ultimement. Mais l'entreprise actuellement a l'autorisation de préparer le terrain. Mais lorsque viendra le temps, par exemple, de concevoir des procédés pour recourir à l'eau, au niveau de la qualité de l'air, bref, il y a plusieurs autres autorisations qui seront requises. Pourquoi ne pas avoir fait de BAP à cette étape-ci? Tout à l'heure, je mentionnais qu'on avait une procédure d'évaluation qui était très stricte, mais ce qui lui donne sa valeur, c'est beaucoup son caractère de prévisibilité aussi. Donc, si un promoteur, dans le cas présent, c'est une entreprise, mais un promoteur, ça peut être une municipalité aussi. Si un promoteur ne sait pas à quoi s'attendre avant de présenter un projet parce que de façon aléatoire, il peut y avoir à tout moment un BAP, le Québec ne deviendra plus une destination de choix pour plusieurs des projets qui sont actuellement à l'étude. Encore une fois, pas de BAP ne signifie pas d'obligation environnementale stricte. Donc, nous, on voulait tout simplement préserver le caractère prévisible de la procédure d'évaluation pour lui donner cette rigueur-là. Et non, on n'a pas modifié, parce que ça aussi, on l'a entendu, on n'a pas modifié les critères d'admissibilité à la demande de la compagnie. Nous, depuis quelques années, on parle de développer la filière batterie,
qui est d'une très, très grande importance d'un point de vue économique. On pourra toujours en vanter les mérites, mais d'un point de vue environnemental, moi, personnellement, et comme ministère et comme société, on a besoin de tous ces efforts-là pour décarboner notre économie, pour décarboner nos moyens de transport. Donc, d'un point de vue environnemental, moi, j'ai besoin de projets comme ceux-là. Et c'est la raison pour laquelle on a eu à développer une réglementation pour permettre l'établissement de la filière batterie. Donc, on n'a pas voulu favoriser Nordvolt, on est venu établir un cadre de référence pour la filière batterie. Oui, c'est Nordvolt, mais c'est aussi d'autres entreprises, mais ces paramètres-là, ils n'ont pas été développés par mon cabinet ou par le premier ministre ou par des instances politiques. C'est les spécialistes du ministère de l'Environnement qui nous disaient, après évaluation de leur côté, dire, ben voici, avec tel paramètre, on est en mesure de façon tout à fait sécuritaire de développer une industrie et de permettre une prévisibilité là, pour les promoteurs qui voudraient s'établir au Québec. Et concrètement, quelles mesures vont être mises en place pour protéger les milieux humides? Dans bien des cas, ce sont des conditions qui sont posées. C'est un encadrement qui est dicté. Même pour ce qui est de préparer le terrain, il y a beaucoup de conditions qui ont été imposées à l'entreprise. Il y a des secteurs qui ne peuvent pas être altérés. On a souvent dit ben, pourquoi un projet immobilier était possible et non pas n'était pas possible et oui au projet Nordvolt. Il faut penser que c'est un immense terrain et que les lieux d'implantation des prochains bâtiments ne sont pas les mêmes que pour le projet résidentiel. Et dans les conditions qui sont posées, il y a notamment la protection de certaines espèces. On parle du petit blongiot notamment. Donc, malgré l'autorisation qui est donnée à l'entreprise, elle ne peut pas altérer ces superficies-là et elle doit même les protéger. Donc, c'est le genre de conditions qui peuvent être posées par le ministère de l'Environnement. On a aussi imposé un montant pécunier important, près de 5 millions, qui doit être versé dans un fonds qui sert à réhabiliter des milieux humides. Et en plus de tout ça, et ça, c'est peu habituel, en plus de tout ça, l'entreprise devra acheter, faire l'acquisition d'un seul et même terrain d'une très vaste superficie qui, lui, sera protégé de façon en fait, à perpétuité, en quelque sorte. Donc, ce sont des conditions qui peuvent être imposées par le ministère à l'entreprise et ce, à tout moment. Donc, il y aura d'autres conditions lorsqu'il viendra le temps de puiser, par exemple, de l'eau, lorsqu'il viendra le temps de faire certains rejets aussi vraisemblablement. Et c'est bien documenté et c'est passible de sanctions lorsque la réglementation n'est pas respectée. Mais ce que je me dois de dire, par contre, au ministère de l'Environnement et comme ministre, année après année, je dois composer avec ce que j'appelle des mauvais élèves, c'est-à-dire des entreprises qui, bien honnêtement, ne se soucient pas à tous les jours et à tout moment là, de s'assurer de respecter la réglementation. Et ce n'est pas le cas avec Nordvolt. C'est une compagnie qui a d'ailleurs un très bon bilan et bonne réputation en la matière pour son souci du respect de l'environnement et qui collabore avec nous pour s'assurer qu'à chacune des étapes, on puisse non seulement respecter les réglementations en vigueur, mais même aller au-delà de cette réglementation-là dans bien des cas. Donc, si je comprends bien, les conditions et les certifications qui vont être émises vont l'être au fur et à mesure que le projet va avancer. Donc, c'est normal à ce point-ci qu'on n'ait pas toutes les réponses à nos questions. Et ce n'est pas propre à Nordvolt. Tout projet qui se développe a besoin de plusieurs autorisations. Et ces autorisations-là ne sont pas données au même moment au jour 1, et c'est selon l'évolution du projet. Donc, ce n'est en rien exclusif ou un passe-droit qui aurait été fait à l'entreprise. Moi, je peux vous donner, on reçoit plusieurs milliers de demandes d'autorisation année après année et souvent plusieurs pour un même projet. Et les autorisations sont données au fur et à mesure où les travaux sont requis. Donc, c'est la procédure là, qui est en place et qui s'applique là, comme à tout autre promoteur.
Et est-ce que vous serez présent les 28 et 29 février prochains aux deux séances pour les citoyens? On en a une, en fait, à Saint-Basile et on en a une également à McMasterville. Donc, les deux municipalités là, touchées directement par le projet auront la possibilité de permettre à leurs citoyens d'avoir réponse à leurs questions. Ma présence, vraisemblablement pas à ce moment-ci. Je vous explique que clairement, moi, je veux m'assurer, puis c'est la consigne qui a été donnée, on va avoir nos meilleurs spécialistes sur place. Donc, je veux pas y aller de réponses qui pourraient sembler politiques ou quoi que ce soit. Les citoyens pourront avoir réellement un aperçu ou une suite à leurs préoccupations par des spécialistes qui sont tout à fait objectifs et qui pourront dire voici comment telle décision peut être prise, voici ce qui nous attend pour la suite des choses. Donc, un cadre le plus objectif et le plus transparent possible. Merci pour votre temps et en espérant que les deux séances d'information permettront de rassurer les citoyens et de répondre à leurs questions. C'est le souhait. Et comme ministre de l'Environnement, je vais toujours vanter les mérites de ce projet-là. Et d'un point de vue économique, on est aussi gagnant. Et pour la région, je pense que ça va être de belles opportunités. Moi, je le disais encore tout à l'heure à d'autres interlocuteurs, c'est un petit peu amusant parce qu'on a mis un portail en place gouvernemental pour permettre aux gens de poser leurs questions et on reçoit beaucoup de CV à travers ce portail-là. Or, ce n'est pas le but du tout du portail et ce n'est pas le gouvernement qui va gérer les ressources humaines de l'entreprise naturellement, mais ça laisse entrevoir qu'il y a un grand intérêt aussi. Certainement des inquiétudes chez certaines personnes et ça, je respecte ça et on tente de répondre à ces inquiétudes-là. Mais il y a un engouement qui est en train de se créer autour du projet. Je pense que pour la région, là, ce sera un apport réellement intéressant. D'ailleurs, M. Cerutti l'avait mentionné en entrevue qu'avant même qu'il y ait une pelletée de terre de fait, il venait tout juste de faire l'annonce et ils avaient déjà reçu près de 3000 CV. Exact. Il n'y a pas de recrutement à large échelle qui est amorcé à ma connaissance à ce moment-ci. Donc, tant mieux. Donc, de beaux emplois pour une mission qui est fondamentale, c'est-à-dire décarboner notre économie.